Salut, c'est Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement. Bienvenue sur notre podcast dédié aux technologies no-code. Alors pour ce 23e épisode, on fait un focus sur le monde de l'investissement tech avec Raphaël Grieco. Évidemment, on va parler de ça sous l'angle du no-code, notamment parce que Raphaël vient de lancer supervalo.vc, qui est une application créée avec l'outil no-code Glide, dont on parle très souvent sur ce podcast. Alors Supervalo, c'est quoi ? C'est un jeu, en fait, inspiré des ligues de football fantasy, mais appliqué au monde de l'investissement et des startups. C'est super fun et ludique pour les néophytes comme moi qui veulent comprendre un peu mieux les notions de valorisation, de levée de fonds, de valeur post-money, et tous ces termes un peu barbares qu'on entend beaucoup dans les écosystèmes de startups. Bon allez, je vous laisse découvrir ça sans plus attendre. Vous allez voir, vous allez tout comprendre après cet épisode. Bonjour Raphaël, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast de Contournement. Alors c'est la première fois que je reçois un autre podcasteur dans l'émission, donc j'ai un petit peu la pression, mais au moins déjà premier truc c'est que pas de souci de qualité de micro avec toi, t'as super setup. J'étais un peu frustré dans les derniers épisodes que j'ai fait parce que j'ai interrogé des gens hyper cool et à chaque fois c'était un peu les gens chez eux ils ont pas toujours les équipements qu'il faut, donc ça c'était un peu dommage. On n'aura pas ce problème aujourd'hui. Alors nous, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'Alex de Airparty, donc on salue d'ailleurs au passage, quand il m'a invité à rejoindre ta communauté Podcast Makers, que tu as créée et que tu animes depuis un peu moins d'un an, si je dis pas de bêtises. Exact, ouais, février 18, mais je t'interromps. Ok, pas de souci. Et donc ça, alors, si j'ai bien compris, c'est un de tes side projects, parce que j'ai l'impression que tu as de nombreux side projects, et ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir que tu nous expliques un petit peu. En dehors du podcast, ton expertise, c'est vraiment tout ce qui est investissement dans la tech. Mais si on se parle aujourd'hui, finalement, c'est par rapport à un de ces nombreux side projects que tu as créé avec Glide, donc un outil no-code, dont on va parler pas mal dans cet épisode. Alors c'est une sorte de jeu, si tu me corrige-moi aussi si c'est pas le bon terme, c'est ça. Un peu à la croisée des jeux de fantasy football, un peu comme Mon Petit Gazon en France, pour les gens qui connaîtraient, et de l'investissement dans les startups, quoi. C'est exactement ça. Tu vas l'expliquer plus en détail parce que il y a des choses quand même assez techniques mais très intéressantes. C'est assez sympa. Moi, j'ai un petit peu testé aussi sans rien y comprendre, mais ça m'a aidé justement à comprendre des notions un petit peu. Donc, je trouve qu'il y a un côté pédagogique qui m'a pas mal intéressé là-dedans, mais justement, ça, on va en parler. Donc voilà, on va avoir plein de choses à évoquer, que ce soit sur la question des investissements, de tes projets, même parler éventuellement un peu des podcasts. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de te présenter, justement, que tu démêles un petit peu tout ça. Ok, bah écoute, super. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de passer de l'autre côté du micro avec toi, puisque en effet, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés via Alex de Airparty. Et en fait, je t'avais découvert, avant de me présenter, je t'avais découvert avant sur un podcast que tu avais fait avec Joe de Action Desk. Et c'est comme ça que j'ai commencé à te suivre et à t'écouter. Et ouais, pour rapidement me présenter, donc je m'appelle Raph, j'ai 37 ans, je suis français, j'habite à Genève depuis 2006, donc ça fait 14 ans maintenant. J'ai un parcours qui est plutôt finance, banque privée, wealth management. D'ailleurs, j'ai toujours une fonction dans ce genre de secteur, et c'est aussi la justification de cette myriade de side projects que tu as mentionné tout à l'heure, dont le sujet d'aujourd'hui qui est super valo. Donc voilà, depuis à peu près 5-6 ans, j'ai commencé à vouloir explorer d'autres horizons, si tu veux, en parallèle de cette activité en banque très traditionnelle, et c'était en fait après la naissance de mon premier enfant en 2013, et j'ai commencé à m'intéresser à la création de sites web, donc pas mal de tutos, PHP, HTML, CSS, des premiers sites web que j'ai commencé à faire, mais pas du tout responsive, très dégueu, mais ça m'a permis d'un peu découvrir le truc. Et puis en parallèle de ça aussi, il y a eu la volonté de m'exposer un peu plus au monde des startups, qui est un monde complètement inconnu du monde de la banque privée. Donc j'avais zéro connaissance là-dedans en 2013-2014. J'ai commencé à beaucoup lire. J'ai pas vraiment encore écouté des podcasts à l'époque. J'ai pas vraiment lu des livres, mais c'était surtout des articles de blog pour essayer de comprendre le mindset de l'investisseur, de l'entrepreneur, comment ces deux profils pouvaient se rencontrer et former une aventure ensemble. Et en fait, en 2017, je m'étais rendu compte que c'était vraiment un monde que je souhaitais rejoindre, mais impossible avec zéro expérience. Donc, c'était vraiment peine perdue de vouloir devenir VC. Donc, je me suis dit, je suis probablement pas le seul à trouver autant de portes fermées. Donc, pourquoi ne pas imaginer
un format dans lequel des personnes comme moi pourraient démontrer des possibles qualités pour ce job, mais d'une manière innovante et d'une manière un peu gamifiée. C'est comme ça qu'est né en 2017 Upcoming VC, qui a commencé par des events dans lesquels on reconstruit des tours de table hypothétiques avec des vrais fondateurs, des vrais VC et des aspirants VC. Donc on gamifie cette levée de fonds, et à la fin d'un event qui dure entre 2 heures et 2 jours, on a ce qu'on appelle un demo day, mais de challengers. Et ces challengers, ce sont les aspirants VC qui viennent soutenir devant le jury de VC les startups dans lesquelles ils souhaitent investir, qu'ils ont rencontrés durant l'événement. Donc il y a eu 4 events depuis. C'est un solo project, mais je suis entouré d'une petite quinzaine d'ambassadeurs entre Stockholm, Singapour, les US, Londres, qui m'aident à me connecter localement aux écosystèmes, à relayer ce que veut faire Upcoming VC. Et puis voilà, il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à explorer la possibilité de faire des podcasts, et j'ai lancé en octobre 2019 Runway Series, qui interviewe des VC et des fondateurs pour parler pas exclusivement, mais principalement d'expérience, d'investissement et de levée de fonds. Donc il y a eu 40 épisodes à peu près en 8-10 mois. C'est un format que j'aime beaucoup. Le timing n'était pas mauvais, justement, puisque en n'ayant pas pu anticiper le Covid, bien entendu, le timing s'est trouvé quand même assez bon. Donc un peu de double down sur les podcasts depuis mars. Et c'est aussi un peu un lien avec cet autre side project qui est Podcast Makers, qui est une communauté assez naissante, puisqu'elle a que 6 mois, lancée en février 18, donc 18 février 2020 cette année. On est à peu près 120, 130 créateurs et hosts de podcasts, et l'idée est de pas forcément faire un club privé VIP Select, mais de plutôt essayer de s'aligner sur la volonté de s'améliorer dans l'exercice pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, et puis éventuellement des marques qui souhaitent nous accompagner, et bien entendu des guests qui viennent participer à nos podcasts. Donc l'idée, c'est de s'échanger des best practices, d'avoir des formations ensemble, et d'améliorer notre game collectif, donc dans un vrai partage de connaissances, de retours d'expérience. Et puis on essaie vraiment d'être vraiment pay it forward, quoi. Donc on va pas rejoindre la communauté et uniquement sneaker des infos, mais on va vraiment essayer de faire en sorte que les membres participent. Donc ça, c'est un autre side project. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment cette expérience no-code qui est toute récente chez moi, puisqu'elle date de mi-juin cette année, et ça a commencé aussi par un tuto que tu m'as partagé sur Podcast Makers, qui était, je ne me rappelle plus le sujet précisément, mais c'était un tuto dans lequel tu avais un guest et vous faisiez une démo avec Glide. C'était 3 outils de no-code que vous utilisiez. Oui, c'était effectivement, c'était une des conférences en ligne qu'on avait fait pendant pendant le confinement aussi. On a fait pas mal de conférences, et on comparait 3 outils pour faire des applications mobiles. Voilà. Et je sais plus pourquoi. Ah oui, si, parce que en fait, je crois que tu avais posé la question de comment faire facilement un Product Hunt, enfin un clone de Product Hunt, peut-être pour les podcasts, je me souviens plus exactement. Ah voilà, c'était l'exemple qu'on avait choisi pour cette conférence, où Lucien, donc avec qui on travaille très régulièrement, avait fait un mini Product Hunt, d'abord avec Glide, puis avec Adalo, puis avec Bubble. Exact, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et l'origine, c'était sur. Il y a eu un petit échange sur Podcast Makers où un des guests avait mis en fait sur une page de son site du podcast la demande de vote des futurs guests, et j'ai trouvé ça super intéressant de faire participer les auditeurs sur le pipe, sur l'agenda, et c'est comme ça que tu avais partagé le lien. Donc super ressource que j'ai regardé en fait mi-juin, et en fait je me suis arrêté tout de suite à la première démo, qui était la démo de Glide, et déjà c'était hyper bien présenté, c'était très clair, et du coup je me suis dit que ça convenait exactement à ce que je voulais faire à l'époque pour ce sorte de agenda participatif des podcasteurs. Et tout de suite ça a changé en fait en Supervalo, et la naissance de Supervalo est très simple. Je me suis inspiré d'un jeu qui s'appelle VC Flair, qui avait été créé, je crois, en 2013 par Pierre-Jean Camilleri, qui est cofondateur de Aiden.ai. C'est une startup qu'il a revendue à Twitter, je crois, il y a 3-4 ans. Il avait fait un fantasy VC game en ligne. Il y avait Joss Constantine
et pas mal d'autres acteurs de la Silicon Valley Tech qui participaient à ce jeu. Et c'était en fait la construction de portefeuille. Tu choisissais tous les mois 4 ou 5 startups, tu mettais des valos fictives et puis il y avait un algorithme très simple à la fin du mois qui classait les joueurs par rapport à la véracité des valos qu'ils avaient indiqués par rapport à la moyenne des autres valos des autres joueurs qui avaient choisi cette même startup. Et je l'avais contacté aussi fin juin en disant c'est dommage, ce truc n'existe plus depuis 2015, c'est con parce que c'est quand même super sympa, il y a un gros potentiel de gamification et puis aussi de learning, donc si t'es OK, ça serait bien qu'on le relance ensemble. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps du tout, mais que libre à moi de le relancer. Okay. Étant pas du tout tech ou geek, ouais, excuse-moi. Ouais. Non, je fais du monologue là, je sais pas si. Non, il y a pas de souci. Non, mais j'arrive avec mes questions. Non, mais c'est intéressant ouais, que ce truc-là a été abandonné. Tu sais pas pourquoi. Enfin, c'était un projet comme ça qu'ils avaient fait à l'époque. Comme ça, tu sais pas. Enfin, c'était. Il a pas eu trop le temps de me répondre parce que il est encore chez Twitter. Je crois qu'il est basé à Londres. Ça fait pas tout à fait 3 ans. Je crois qu'il a vendu sa boîte, donc il doit encore bosser pour Twitter pour vester toutes ses shares. J'imagine suite à l'acquisition. Donc il est vraiment heads down dans cette transition. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle aussi il a un petit peu abandonné VC-Flair il y a quelques années, puisqu'il était en plein développement de sa boîte. Donc je pense que c'est ça la raison. Je pourrais lui redemander, mais voilà, il y a beaucoup de chances que ça soit ça, quoi. Ok. Non, écoute, super. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que tu essayes de nous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Ouais. En quelques mots, vraiment en partant du principe que voilà, les auditeurs sont pas forcément des très familiers avec tout ce qui est investissement, même si justement dans les gens qui écoutent ce podcast, il y a beaucoup de gens, moi évidemment, qui s'intéressent aux outils no-code, mais aussi j'ai envie de dire à tout l'écosystème startup. Peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent au levée de fonds, ce genre de choses. Donc ça m'intéresse un petit peu qu'on en parle. Alors, on reviendra un petit peu aussi là-dessus sur la fin de l'émission. Mais j'ai trouvé ça super, c'est que cet outil, je l'ai trouvé très pédagogique, quoi. Voilà, à différents niveaux. Mais donc, je vais te laisser un petit peu expliquer. Mais alors, juste, il y a un truc que j'observe, c'est que moi, j'ai l'impression quand même que ce que tu faisais avec Upcoming VC, en vrai, quoi. Enfin, là, les challenges que tu organisais, c'était déjà un petit peu cette idée aussi, non? Si je comprends bien. Ouais, exactement. Je pense c'est un peu un lieu commun, mais c'est une vérité, mais qui est pas toujours dans la tête de tout le monde au premier plan, mais qui est dans la mienne. C'est l'apprentissage en permanence toute ta vie. Je pense que c'est hyper important de s'upgrader, de s'upskiller en permanence, et c'est vraiment l'idée de Upcoming VC qui a commencé par ces events, comme tu as dit, physiques, dans lesquels on apprend à devenir VC, on apprend le mindset de l'investisseur, et puis quand on est fondateur, on apprend, on comprend pourquoi ce mindset va correspondre à ma startup ou non, et oui, je pense que l'éducation c'est quelque chose qui doit être mis au premier plan à chaque instant de ta vie, quoi. Peu importe ton job, peu importe ta fonction. On peut pas être plus d'accord. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment le si tu veux la clé de voûte de l'ensemble de mes réflexions, de mes side projects, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé tous ces side projects, puisque dans mon job historique, la learning curve s'aplatit, et pas parce que j'ai tout appris, mais parce que on n'est pas dans un schéma d'apprentissage où tu as besoin d'apprendre en permanence pour être relevant, quoi. Donc cette volonté d'apprendre, je l'ai trouvée ailleurs, et j'ai trouvé dans tous ces side projects que j'ai voilà, donc je suis à l'origine, et ouais, donc Super Valo, l'idée, si tu veux que je réponde maintenant à la raison, explique-nous comme si j'avais 5 ans, comme on dit sur Reddit. Ouais, je vais essayer. C'est vraiment quelque chose qui est hyper compliqué à faire, le pitch light simple à ta grand-mère. Surtout sans écran, sans rien. Ça, c'est un peu un des enjeux du podcast. Enfin, on l'a à chaque fois qu'on interroge des gens qui nous expliquent leur projet ou leurs outils. Sans l'image, c'est vachement plus dur. Mais ouais, c'est le challenge que je te propose. L'idée, en fait, de Super Valo est de partir du principe que la valo d'une startup, surtout dans les premiers mois, premières années de sa vie, n'est pas basée sur des chiffres. Donc c'est pas un calcul savant basé sur de la vente, sur toute autre, on va dire, métriques tangible, mais c'est plutôt basé sur une perception
de ce que cette boîte peut devenir dans le futur, très très grosse, immense, gigantesque ou toute petite. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie, quand je suis fondateur, de lâcher de ma boîte, hein, en termes de propriété de ma boîte, par rapport aux besoins de financement que j'ai. Donc, combien d'argent il me faut pour atteindre d'ici 12, 18 mois ou 24 mois telle taille d'équipe, tel milestone, etc. Donc, l'idée est de partir de ce principe que la valeur d'une boîte n'est pas un calcul savant sur Excel ou avec des métriques de cash flow, mais sur ce principe qui est combien moi je suis capable de lâcher de ma boîte, et moi en tant qu'investisseur, combien je souhaite avoir comme ownership de cette boîte par rapport à l'argent que je vais investir dans cette boîte. Et le corollaire de ça, c'est que c'est un peu à cause de l'illiquidité du marché des startups. Illiquidité, ça veut dire que tu peux pas entrer, acheter, vendre quand tu veux. Il y a un nombre limité d'investisseurs par startup, puisque la propriété de la startup n'est pas sur un marché libre. Donc il y a un nombre limité de personnes qui peuvent acheter. Une fois que tu achètes, tu peux pas vendre comme tu veux. Donc, il faut que tu te positionnes aussi par rapport à ce que d'autres investisseurs pourraient vouloir mettre dans cette startup. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi pas mal de boîtes très jeunes qui valent tout de suite 1, 2, voire plus en termes de millions, même si le produit n'a pas été encore vraiment shippé, parce que les investisseurs estiment que l'équipe est géniale, que l'idée du produit est géniale et que possiblement dans 5-7 ans, la boîte, si elle arrive à conquérir un marché, peut être énorme. Donc aujourd'hui, si je suis prêt à investir 500 000 balles dans cette startup et que je veux un quart de la boîte, hein, et ben ça veut dire que la boîte elle vaut 2 millions, quoi. Même si la boîte elle n'a pas encore vendu un produit ou elle a encore très peu d'utilisateurs, quoi. Donc Supervalo, c'est ça. J'ai une liste de boîtes, hein, pour construire un portefeuille fictif, pour m'amuser à devenir investisseur. Et en fait, quand je choisis une boîte, il faut que je mette une valorisation. C'est-à-dire que je peux pas juste cliquer sur, je sais pas, sur Uber. Pardon, Uber elle est listée sur, je sais pas, on va prendre l'exemple de ActionDesk ou une autre boîte. Je peux pas juste cliquer sur la boîte et la mettre dans mon portefeuille. Quand je la choisis, il faut que je dise, OK, ActionDesk, je la choisis parce que moi, je pense que cette boîte, elle vaut 3, 6, 15, 50 millions. Mais comment tu choisis 3, 6, 15, 50 millions? Tu vas forcément lire un petit peu de ressources sur Internet. Si tu vois des infos sur la boîte, sur le marché qu'elle tackle, depuis combien de temps elle existe, comment est l'équipe, est-ce qu'elle a déjà shippé un ou plusieurs produits, est-ce qu'on a déjà des chiffres sur les utilisateurs, est-ce qu'elle a déjà levé de l'argent. Donc tu vas te nourrir de ces infos, mais après personnellement tu vas te dire, OK, moi cette boîte, je pense que elle peut valoir tant parce que j'ai une intime conviction. Donc je vais indiquer ce chiffre tant, mais je ne sais pas ce que les autres joueurs sur Supervalo vont indiquer comme valo s'ils choisissent cette boîte aussi. Donc tu navigues dans l'inconnu, et l'idée en fait, tous les mois on va regarder qui a choisi la boîte, hein, et quelles ont été les différentes valos. On va faire la moyenne et on va comparer la valo que toi tu as indiquée par rapport à la moyenne des valos. Plus tu es proche, plus tu as de points. C'est-à-dire en gros, plus tu auras la fair value du marché. Mais tu vois, si on prend l'exemple de ActionDesk qui a été lancé en 2017, c'est pas une boîte qui vaut 100 millions. Mais admettons que dans ce jeu Supervalo, on ait 5 valos qui en moyenne fassent une valo de 120 millions et que toi tu as mis 120 millions par chance, bah, tu auras tous les points. Même si on sait pertinemment que cette boîte elle vaut pas 120 millions. Mais on veut expliquer le ressort psychologique du marché qui va mettre des valos qui sont pas corrélés forcément avec un calcul mathématique ou une approche pure quantitative d'une boîte. Ce qui est intéressant du coup, donc moi j'ai eu la chance de faire partie de la bêta, donc j'ai un petit peu joué avec, au début un petit peu en tâtonnant, mais c'est que la bonne réponse, j'ai envie de dire, déjà il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais comme tu l'as expliqué, ce calcul pour avoir les points à la fin du mois, dans la résolution on va dire du mois pour gagner ces points, n'est pas lié à la vraie valorisation, parce que déjà de toute façon il y en a plein qui sont pas publics, j'imagine. Enfin, je sais pas, toi peut-être que tu connais la valorisation d'ActionDesk puisque tu es investisseur, mais ça on pourra revenir dessus après, mais il y en a plein de toute façon qui sont pas publics ou qui sont pas valorisés. Enfin, il y a peut-être des boîtes déjà qui n'ont pas encore l'achat de part, donc qui n'ont pas de valorisation. Mais c'est par rapport au ressenti des joueurs. Et la question que je me pose, enfin déjà, est-ce que ça j'ai bien compris, enfin j'ai bien reformulé? C'est exactement ça, c'est le pur ressenti, donc c'est un peu un jeu de mindset en fait, c'est un jeu de cerveau où tu vas essayer de prédire ce que les autres joueurs vont prédire eux-mêmes. Donc c'est un peu une mise en abîme de la prédiction, quoi.
Mais moi, ce que j'ai l'impression quand même, c'est que les gens, parce que dans l'application, tu mets des liens justement vers des ressources de la vraie vie, vont quand même peut-être s'approcher, non? Est-ce qu'il n'y a pas justement un truc qui va être aussi intéressant quand tu vas avoir pas mal d'utilisateurs? Enfin, tu pourras nous dire déjà combien de gens t'as embarqué, etc. Mais où ça pourrait donner un vrai feeling de... bon, après, les gens sont des investisseurs amateurs, enfin pour ceux qui... Bon, vous pourriez avoir des investisseurs professionnels, j'imagine qu'ils pourraient utiliser Supervalo. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je suppose que les chiffres ne vont pas arriver par hasard, quoi. Ouais. Je pense que ça peut être très éloigné, ça peut être complètement dans le vent. Non, mais ça peut être en fait les deux. T'as deux approches. Actuellement sur Supervalo, on est encore en test, hein, donc on n'a pas mis toutes les startups du monde entier. Mission impossible. On a mis qu'une quarantaine de boîtes, de boîtes très early à des boîtes un petit peu plus avancées. Et pour répondre à ta question précisément, c'est en effet, on va pas en effet indiquer des ressources de funding pour que le joueur fasse son calcul savant de dilution en disant bah écoute 33 millions levés, dilution de 20% ou 15%, ça fait une valo post-money de X. On va plutôt essayer de lui montrer en fait quelle est la maturité de la boîte, dans quoi elle joue, si on a déjà un petit peu de lecture pour comprendre ce que fait la boîte, pour que ça vienne te nourrir, pour que toi après tu imagine ce que cette boîte pourrait valoir par rapport à la date de l'article aussi, puisque l'article peut être un peu vieux, il peut avoir 6 mois, donc du coup la boîte a pu évoluer depuis. Donc la valo que tu calcules sur des infos d'il y a 6 mois n'est pas forcément valable. Et je prends un exemple concret, on a mis Superhuman dans Supervalo. On sait que Superhuman a levé 30 ou 33 millions avec Andreessen Horowitz notamment, et on sait que la valo, je crois, post était de 260 millions de dollars, et typiquement on a un joueur qui l'a choisi, connaissait cette info et indiquait 260 millions dans le game. Mais c'est un article qui date d'il y a peut-être 9 mois, la boîte a évolué depuis. Donc la valo d'aujourd'hui est sûrement pas 260, quoi. C'est moins ou plus, probablement plus, mais en tout cas c'est pas 260. Donc il y a deux façons de réfléchir à Supervalo. Soit tu fais ton calcul très simple et qui est en fait arrêté dans le temps par rapport à la date de l'article qu'on indique, soit tu vas essayer de réfléchir et de prédire une valo à aujourd'hui qui est un peu sentimentale aussi, quoi. Non, mais c'est un peu intéressant parce que quand on voit des événements comme le Covid, par exemple, si tu regardes la valorisation, juste les chiffres, et que tu essayes de deviner avec le calcul savant, comme tu disais, par exemple, de Zoom, au hasard, et les derniers articles ne donnent pas la valorisation que la boîte a aujourd'hui du fait de la situation, quoi, qui impacte sa valorisation, quoi. Ouais, exactement. Zoom est listé maintenant, donc on est vraiment tombé dans un domaine financier de valorisation où tous les analystes et les investisseurs vont regarder le multiple de revenus par rapport au monde du SaaS, average, peut-être le recalculer par rapport à un multiple de croissance aussi. Donc on est vraiment tombé dans des calculs très financiers où quand tu es 5% au-dessus de la moyenne, et on aura un avis de vente de la part de la communauté des analystes. Quand tu es légèrement undervalued, peut-être 10% par rapport à la moyenne, on aura un avis d'achat. Donc c'est vraiment hyper mathématique, hyper normé, hyper quant. Et ça, c'est l'exemple du monde listé qui est un exemple intéressant, mais qui... c'est pas ce que tu essaies de reproduire. Pas du tout. C'est plus le côté un peu feeling, sentir les tendances, prendre en compte les événements. Enfin, il y a un lien avec le monde réel, et en même temps, sans justement se reposer sur des calculs. Et c'est pour ça que Supervalo, c'est plutôt un game plutôt early stage, je pense, puisque c'est à ce stade-là que tu as le moins d'infos pertinentes et consistent en fait pour valoriser une boîte de manière quanti, et t'es vraiment dans la valo un peu plus psychologique ou immatérielle, et c'est pour ça que Supervalo est plus adapté, je pense, à des boîtes jusqu'à la série B grand maximum, quoi, peut-être plutôt même série A à voir. Ouais, non, carrément. Ouais. Après, pour expliquer aux gens, les séries A, B, ça c'est les nombres de tours de levée de fonds. Oui, voilà. Ouais, on essaye de se dire que les gens qui écoutent potentiellement ne connaissent pas du tout ce vocable. Voilà, il y a différents cycles de financement
Pré-seed, c'est souvent quand tu as juste une idée. Seed, c'est quand tu as un peu une idée, un petit peu testée, mais t'es encore très très bancal. Après le seed, parfois tu as des post-seed ou tu as des mango seed. Donc mango seed, pourquoi mango? Parce que la mangue, c'est une grosse graine. Donc voilà, c'est les seeds un peu gros. Ok, je connaissais pas. Après, tu as les séries A, B, etc. Où plus tu vas dans des lettres de l'alphabet avancées, plus tu es sur des valorisations qui sont mathématiques avec des fondateurs et des boîtes qui ont prouvé des choses et qui sont vraiment sur la recherche du scale. Donc il y a de moins en moins d'immatériel en fait et de plus en plus d'observations tangibles en termes de métriques, quoi. Et donc du coup, les montants sont souvent de plus en plus élevés de valorisation, de fundraising aussi. Parfois les dilutions de moins en moins importantes aussi, puisque la boîte a été dérisquée et donc il y a un peu moins d'incertitude. Donc l'investisseur sera peut-être un peu moins gourmand en termes de détention du capital de la boîte. Ouais, ok. Alors, moi, il y avait un truc que j'ai noté dans Supervalo, que j'ai trouvé assez chouette, c'est que au fil du temps, tu as vachement mis d'indications dans l'interface. Et justement, après, on va parler un petit peu de Glide, parce que j'aimerais avoir ton ressenti, justement, plus sur l'outil en lui-même. Mais le premier truc que je voulais noter, c'était vraiment ça. J'ai trouvé ça très intéressant, ce côté pédagogique. Chaque action est expliquée, très accompagnée. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai souci d'ergonomie, j'ai envie de dire, mais au sens... pour que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire, et que c'est vrai qu'on parle de choses quand même qui sont assez techniques d'un point de vue, il faut comprendre un peu tous ces instruments financiers, ces calculs, ces choses-là, même si, comme tu l'as expliqué, c'est aussi un petit peu dédramatisé, on n'est pas là pour faire vraiment des calculs, mais ça, j'ai trouvé ça assez bien, ça se voit qu'il y a vraiment un effort sur la formation. Donc, en fait, ouais, pour construire Supervalo, c'est genre j'ai pas du tout commencé par le schéma classique, j'ai envie de dire, de construction d'un produit où tu vas faire un peu tes wireframes, l'enchaînement de tes écrans, et puis tu vas faire en sorte voilà, de les tester. Je suis vraiment parti directement dans Glide tout de suite pour tester comment fonctionnait l'outil, avec immédiatement, j'ai envie de dire, les premiers building blocks que j'avais imaginé de Supervalo. Donc, lesquels sont-ils? Tu as très peu de building blocks. Tu as le premier qui est construire un portefeuille. Donc, pour le construire, il te faut une liste de startups. Ensuite, une fois que tu as ta liste de startups, tu vas choisir tes startups. Donc, il faut qu'il y ait une partie où on puisse voir ton portefeuille aussi. Il faut que tu puisses voir aussi qui sont les autres joueurs sur Supervalo pendant le mois. Et puis, en gros, à la fin du mois, il faut que tu puisses comparer en fait tous ces joueurs entre eux et puis établir un leaderboard, les classer par nombre de points. Et il y a toute la partie aussi soumission de nouvelles startups qui sont pas encore dans la liste, qui s'inspirent fortement de Product Hunt. Et c'était justement l'objet de ton tuto du mois de juin. Donc voilà, c'était un peu les building blocks initiaux. Et cette partie éducation, ouais, elle est très importante, puisque l'idée est vraiment au fur et à mesure du temps qui va passer, d'ajouter de plus en plus de features pour qu'on puisse s'entraîner et devenir un mock investor et se construire un track record en fait de sélection de startups. Si on est un aspirant VC pour prouver que avant que telle news de funding sur telle boîte ait eu lieu, moi j'avais déjà choisi en tant qu'aspirant VC cette startup 6 mois avant, j'avais indiqué tel valo et puis la boîte a bien fonctionné et du coup mon portefeuille virtuel a pris de la valeur, etc. Mais avant d'arriver à ça, il faut que les joueurs comprennent comment choisir des boîtes, comment limiter le choix, comment ne pas choisir trop de boîtes en espérant avoir la boîte qui fait x100 dans le portefeuille. Donc, comment montrer aussi diversifié, mais pas trop non plus. Oui, justement, ça, je me souviens dans l'interface, c'est un des trucs que tu indiques un petit peu sur les stratégies. Je sais plus comment t'appelles ça, spray and bet and spreading. Spray and pray. Donc, spray and pray. Voilà, j'ai bien aimé cette expression. Je sais pas comment on peut. Je l'ai pas inventé. Je sais pas comment on peut l'expliquer. C'est juste, voilà, c'est arroser et espérer qu'une goutte touche. Je sais pas le récipient. Magique. Voilà, exactement. Un écho magique. La plante magique. C'est ça. Donc oui, ce côté éducatif il est très important, et puis il est facilité aussi par l'outil Glide qui déjà est très pédagogique en termes d'utilisation quand tu veux développer quelque chose dessus, et ça permet une très bonne prise en main, je trouve assez rapide,
les écrans s'enchaînent bien. Par contre, il faut, ça, pour être très honnête, selon moi, il faut avoir un peu et même beaucoup de connaissances en Excel. Tu peux pas te lancer, selon moi, sur Glide sans jamais avoir vraiment joué avec Excel, parce que c'est vraiment le backbone. C'est la colonne vertébrale de Glide, quoi. Tu es obligé d'imaginer comment tu vas structurer toutes tes feuilles Google Sheet, comment tu vas structurer tous tes onglets sur Google Sheet pour faire en sorte que ta data soit claire, bien organisée, et qu'à chaque fois qu'une nouvelle ligne ou qu'il y ait une nouvelle contribution d'un joueur, ça soit tout de suite bien classé, et que tu aies plein de formules automatiques qui puissent prendre en compte les nouvelles entries sans abîmer tout ce qui existait déjà, quoi. Donc il faut en effet avoir déjà un peu de réflexion sur la construction de sheets Excel. Donc ça... Parce que justement, tu nous as dit, donc toi, t'as pas du tout un background technique. Non. T'as fait du dev un petit peu que t'as appris par toi-même il y a quelques années. Que j'ai vite abandonné, parce que j'ai même fait une formation after hours, après le boulot, en CSS, PHP, mais j'ai vite abandonné parce que je sentais que j'avais pas le niveau, quoi. Ok, bon, après, tout s'apprend, hein. C'est aussi peut-être une question d'intérêt ou de la formation aussi, peut-être la qualité. Ouais. Mais donc, par contre, est-ce que, en gros, j'ai deux questions. Mais déjà, est-ce que à la base, toi, tu maîtrisais bien Excel et Google Sheets, et à quoi ça t'a servi? Parce que en testant ton application, j'ai vu pas mal de choses où je me suis dit, bon, ok, ça, comment tu fais dans Glide, tu vois? Et je suppose évidemment que finalement, il y a plein de choses que t'as pas fait dans Glide, mais plutôt au niveau du spreadsheet, quoi. Donc ça m'intéresse justement que tu nous en dises un peu plus. Ouais. Mais en fait, c'est un super point, parce que quand j'ai commencé à faire Supervalo, donc mi-fin juin, j'ai tout fait directement sur Google Sheet. Donc j'ai jamais utilisé le petit onglet qui s'appelle Data, qui te permet de créer des sheets avec des colonnes particulières formatées. J'ai jamais utilisé ça, donc j'avais déjà une bonne connaissance de Excel qui est très très proche de Google Sheet. Je sais pas quel est l'overlap, mais je pense qu'on doit être à 90%, je pense, d'overlap en termes de formules. Donc toutes tes connaissances Excel, tu peux les transposer hyper facilement sur Google Sheet. Je connaissais déjà plein de formules que j'ai pas toujours testées, mais avec lesquelles j'avais un tout petit peu joué dans mes jobs précédents. Peut-être un petit aparté, dans les jobs précédents, j'ai bossé dans quelques family office et des boîtes petites qui ont des clients qui ont des comptes bancaires dans plein de banques différentes. Donc tu as toute une activité qui est hyper importante de consolidation de tous les actifs. Et donc tu as souvent une myriade de lignes et de produits qu'il faut que tu consolides de manière claire, et il faut que ça soit updaté quasiment en live. Donc j'avais déjà dans le passé croisé dynamiques, toutes ces choses-là que... Ouais, voilà, c'est exactement dans cet esprit des tableaux croisés dynamiques, mais pas forcément, c'est plutôt dans des formules, en fait, dans des colonnes particulières ou dans des cellules particulières. Je fais très peu de tableaux croisés dynamiques parce que je les maîtrise pas très bien, en fait. Mais donc c'est important de bien connaître Excel. Et puis j'avais jamais utilisé, donc comme je te disais, cet onglet data. J'ai tout fait en Excel, et en fait il y a 2 semaines, j'ai eu un gros problème de mise à jour. Je ne savais pas comment aller chercher une data pour la mettre sur un écran particulier. Et j'ai fait appel à la communauté Glide, qui est hyper réactive et qui t'apporte des réponses, mais quasiment en instantané. Et une des solutions qu'on m'avait apportées, c'était justement de créer une colonne labellisée de texte, en fait, dans cet onglet data de Glide, quoi. Donc ne pas utiliser ton Google Sheet directement, mais utiliser ces sheets via Glide, parce que j'arrivais pas, en fait, à mettre une colonne en texte dans laquelle il fallait que je trouve si tu veux, un string de caractères, quoi. J'arrivais pas à trouver ça, parce que dans Google Sheet, c'était automatiquement labellisé en chiffres. Donc j'étais vraiment j'étais stuck, et la communauté m'a fait comprendre qu'il faut utiliser, en fait, l'interface de Glide pour mettre à jour tes Google Sheets, et je commence à le faire pas mal depuis 2 semaines, et je me rends compte que ça marche bien, quoi. Bah d'ailleurs, j'ai vu un peu des discussions dans la communauté où, en fait, on a l'impression que même à un moment, ils vont peut-être proposer
parce qu'en fait ils développent vachement leur data editor justement comme ils appellent ça, et à tel point qu'à un moment en fait peut-être tu seras plus obligé d'avoir un Google Sheet pour faire ta base, mais que tu pourras faire carrément ta base directement dans Glide, décrire tes colonnes, etc. dans l'éditeur de data, quoi. Ouais, je pense que c'est bien, c'est une bonne évolution en fait de ne devoir utiliser, je pense, qu'une interface, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qu'un endroit où tu mets à jour tes formules et tes chiffres, parce que je sais pas si c'est un problème. En tout cas, il y a un use case que j'ai rencontré récemment, c'est j'ai voulu faire une relation entre une information qui est dans une colonne que je devais retrouver dans une autre colonne sur un autre onglet qui devait me donner des résultats qui étaient encore dans une autre colonne, et là il fallait utiliser la relation multiple via l'interface Glide Data Editor, et donc ça me créait cette colonne sans rentrer dans le détail, mais je la voyais pas en fait dans Google Sheet, et du coup j'étais je comprenais pas si ça fonctionnait ou pas, et j'avais pas compris en fait que du coup c'est que chez eux en fait, cette colonne-là elle est que chez eux. Voilà, exactement, c'est que chez eux, donc du coup ça peut apporter un peu de confusion si on n'est pas un expert, ou si on n'a pas encore une prise en main parfaite de l'outil. On peut perdre du temps à essayer de comprendre, mais où est cette info, je l'ai mise mais elle apparaît pas partout. Donc je pense que c'est un bon move d'essayer de... Ouais, je pense qu'ils sont dans une transition justement un peu entre les deux. Initialement tout était dans un Google Sheet, même les relations. Et en fait, on faisait les relations avec les en-têtes des colonnes, etc. C'était un peu mystique des fois, mais c'était intéressant. Puis après, ils ont évolué, ils ont proposé de le faire plutôt de manière plus simple dans le data editor, et puis et carrément de plus mettre l'information dans la Google Sheet. Enfin, après, c'est un outil qui évolue très vite. C'est intéressant effectivement les choix qu'ils font, quoi. Ouais, ça évolue très vite, tellement vite que je suis parti 2 semaines en vacances au début août. J'avais une progress bar, et en revenant 2 semaines plus tard, la progress bar avait été, il y avait une nouvelle release, et du coup, elle était beaucoup plus épaisse. Ils avaient rajouté un petit onglet information qui te permettait de cacher ou non le titre de ta progress bar. Donc toute la communauté est montée au front en disant que c'était inutile, et du coup, ils ont mis 3-4 jours, je crois, à revenir en arrière sur la release de cette feature. Mais en effet, ça avait tout abîmé, quoi. Ça ressemblait plus du tout au progress bar d'avant, qui était plus simple, et voilà, je trouvais ça rendait la lecture très mauvaise. J'avais pas suivi ça, ouais. C'est marrant parce que je trouve que globalement ils se plantent pas trop. Alors des fois, bon, ils sortent des fonctionnalités qui sont pas très utiles. Enfin, mais bon, ils sortent quand même super fréquemment des fonctionnalités. Mais ouais, effectivement, des fois ils font des choses aussi que la communauté comprend pas, quoi. Ouais, cette importance de la communauté, j'en ai pris conscience il y a pas longtemps, et je pense que c'est le fort aussi du no-code. Il y a beaucoup de communautés qui se construisent autour de tous ces outils, mais autour du no-code. Vous en êtes le meilleur exemple français, et ça permet aussi d'aller encore plus vite je pense, dans le release des features chez ces providers d'outils, et on a eu un super exemple sur le Progress Bar. Je sais pas combien de temps avant le release ils avaient imaginé faire ce release, mais en tout cas en 3-4 jours ils ont fait machine arrière grâce à la communauté qui a fait front. Il y a eu un consensus sur l'inutilité de la fonction, et je pense que ça a permis de unship un truc qui était mauvais, quoi. Et j'adore ce côté communautaire. Ouais, et justement, moi j'ai l'impression que tu fais aussi pas mal ça avec Supervalo, où tu as organisé vraiment alpha, bêta, des séquences, des formulaires, des choses pour écouter vraiment les gens, avoir des feedbacks. Et c'est ça aussi qui t'a peut-être permis justement d'améliorer l'accompagnement. Enfin, t'as rajouté une vidéo par exemple où t'expliques le fonctionnement. Enfin, je sais pas si tu veux nous dire un mot aussi justement un petit peu sur cette méthodologie finalement très startup que t'as appliquée aussi à ton side project. Ouais, une fois de plus, je prétends pas avoir inventé la méthode puisqu'elle existe, mais je l'ai pas non plus vraiment appliquée en ayant fait beaucoup de lectures sur cette méthode. Je suis plutôt parti, j'ai envie de dire, du bon sens, en me disant ça sert à rien tout de suite d'envoyer à plein de gens, parce que si c'est mauvais, du coup tous ces gens seront pas les évangélistes de ton produit. Donc c'est normal au tout début de proposer qu'à tes amis ou à des spécialistes du secteur de tester, que tu connais, et qui vont te faire un feedback franc. Et c'est pour ça que il y avait à peu près une trentaine de personnes qui ont testé, dont toi. Dans ces 30 personnes, il y avait donc comme toi des spécialistes du no-code, il y avait des founders, il y avait des VC, il y avait des personnes un peu plus sur le game, et j'ai eu des feedbacks
d'à peu près toutes ces personnes sur l'intérêt des fonctions, sur l'enchaînement des écrans, de manière un peu plus globale sur le nom, les couleurs, si c'est fun ou pas. Donc oui, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que ça soit encore plus clair, qu'il y avait quelques features que je devais enlever, qu'il fallait qu'il y ait un peu plus d'accompagnement en vidéo, que j'ai rajouté récemment notamment des flèches, parce que c'est vrai que Glide, il y a quand même des limitations, notamment sur les endroits où tu valides des formulaires, c'est pas toujours clair, tu sais pas toujours où tu dois appuyer. Ouais. C'est vrai. Donc ajouter des images que je vais créer en Google Sheet, après je vais mettre l'URL de l'image, et l'URL de l'image ça sera une image d'une flèche que j'aurais dessinée moi-même. Enfin voilà, il y a plein de trucs que tu t'amuses à faire, mais toujours dans l'optique de faciliter la compréhension de l'outil pour les utilisateurs. Et donc il y a eu cette bêta, une trentaine de personnes pendant 1 mois et demi, donc il y a eu quasiment 2 cycles de jeu. Un cycle, c'est quasiment 1 mois pendant lequel tu choisis tes startups et tu compares à la fin du cycle ta valo, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la valo moyenne. Donc il y a eu 2 cycles comme ça. Maintenant, il y a une grosse centaine d'invitations qui ont été envoyées dans une bêta un peu plus privée. Et puis l'idée, c'est, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas d'ouvrir cette bêta privée via un product hunt qui sera fait donc le vendredi 14 août. Et pourquoi je dis c'est une bêta privée ouverte, parce que en fait tout le monde peut s'inscrire, mais il y a juste un petit forme d'inscription et je validerai toutes les inscriptions manuellement, quoi. Donc c'est pas vraiment ouverte, il y a quand même un petit formulaire, quoi, et tout le monde passera pas je pense l'application pour des raisons très claires, hein. S'il y a trop de gens, déjà j'accepterai pas tout le monde. J'espère qu'il y aura trop de gens. Et puis, si la personne a rempli le formulaire de manière un peu light, volontairement, le formulaire, les champs sont pas requis. Donc, si je me rends compte que la personne n'a pas rempli tous les formulaires, ça montre qu'elle n'est pas hyper incentivée à remplir le formulaire. Du coup, je vais pas l'accepter. Non, mais t'as raison, parce qu'en plus, c'est hyper important pour toi, parce que les données des joueurs sont importantes. Si quelqu'un met un peu n'importe quoi, ça fausse aussi un peu les calculs. Alors, dans une certaine mesure. Ouais. Mais Ouais, exactement. Et ça, la meilleure, je pense, le meilleur exemple d'une donnée fausse, c'est aussi quand tu te trompes, quand tu rentres une valo, si tu mets un 0 en trop sans faire exprès, ça vient perturber ta moyenne. Donc tout ça, il y a aussi toute une réflexion que j'aime et que j'ai pas encore implémentée sur comment alerter le joueur, comment ne pas valider un champ s'il a s'il a un string qui est trop long. Tout ça, c'est encore du contrôle de données un petit peu. Voilà, exactement. Plus avancé peut-être que ce que permet Glide, mais que tu pourrais faire au niveau du spreadsheet, quoi. Ouais, exactement. Donc là, il y a cette bêta privée ouverte, et ensuite on verra ce que ça peut devenir. Mais l'idée, c'est de faire de SuperValo un réseau social dans lequel tu apprends le VC, à construire un portefeuille, un track record fictif quand tu es aspirant VC, à découvrir des startups quand tu es un VC, puisque c'est très facile de lancer une boîte maintenant, et même si le job d'un VC, c'est d'avoir le deal flow le plus large possible dans sa thèse d'investissement, il y a forcément des choses qui va pas voir, puisqu'il y a plein de poches d'innovation et des écosystèmes naissants qui disparaissent ou qui voient le jour pas forcément dans son deal flow. Donc du coup, lui donner accès à ces nouvelles boîtes. Et comment il peut avoir accès à ces nouvelles boîtes? On va proposer aussi à des entrepreneurs et à des incubateurs, accélérateurs, de venir mettre la startup ou les startups sur SuperValo. Donc donner de la visibilité à ces écosystèmes pour se faire connaître d'une manière différente, gamifiée, fun, mais voilà, créer une sorte de visibilité différente à ces entrepreneurs. Okay. Donc possiblement SuperValo peut être gros. Ok, c'est ce qu'on te souhaite. Justement, après, j'aimerais bien qu'on élargisse un petit peu la discussion autour du no-code, etc. Mais donc, je voulais juste revenir sur le point de Product Hunt, parce que donc à ma connaissance, il y a pas encore eu d'application Glide faite avec Glide, j'entends, qui ont réussi à se glisser dans le top 5 journalier. Donc, j'espère que la tienne va y arriver. Mais je voulais juste savoir un petit peu comment t'avais préparé ça, parce que j'ai déjà vu des gens dans la communauté contournement, notamment, qui ont essayé de lancer des applications avec Glide ou d'autres sur Product Hunt. C'est pas évident, hein, c'est très dur. Moi-même, j'ai déjà essayé un peu comme ça, pas très bien fait, et ça a fait un flop monumental. Mais voilà, je voulais que tu nous dises un petit peu, parce que donc là, on est à 3 jours en fait quand on enregistre.
quand le podcast sortira, ça sera le jour du hunt, comme on dit. Donc on sait pas encore, c'est un peu le suspense. Mais comment t'as préparé un petit peu ça? Il y a 2 préparations principales, même si après tu peux les subdiviser en sous-préparations, mais un, c'est la réflexion sur comment hunter. Est-ce qu'il faut que tu te auto-hunt ou est-ce qu'il faut que tu trouves un hunter, et du coup est-ce que il faut un hunter visible ou non? Et la deuxième préparation, c'est d'avoir le produit qui fonctionne le mieux, avec une landing page qui soit un peu jolie, un petit peu sympa et qui donne envie d'utiliser le produit. Mais c'est vrai que j'ai passé quand même pas mal de temps sur la partie réflexion sur comment se faire hunter, et j'ai tout de suite éliminé le auto-hunt parce qu'il te faut déjà, je pense, un reach important pour que tu sois visible sur Product Hunt. Je connais un petit peu Product Hunt puisque j'anime notamment tous les meet-up en Suisse romande depuis 2017. Donc on a fait à peu près une trentaine de meet-up Product Hunt. Donc on a accès directement à Product Hunt, on discute avec les teams, etc. Mais voilà, donc il y a quand même cette visibilité qui est importante. Donc le auto-hunt, j'ai éliminé tout de suite. Et donc du coup, automatiquement, c'était comment trouver un bon hunter. J'ai regardé bien entendu des hunters qui fonctionnent bien, des hunters un petit peu nouveaux en termes d'état d'esprit. Et c'est pour ça que j'avais proposé notamment à Brian Kimmel. Brian Kimmel, c'est la femme de Andrew Chen, qui est general partner chez Andreessen Horowitz, et il était ex-head of growth, je crois, chez Uber. Et Brian Kimmel a lancé un microfonds de VC, mais vraiment sur du personal branding. C'est elle qui investit, donc elle investit en tant qu'individu, mais elle a quand même levé de l'argent, notamment auprès de Andreessen Horowitz. Et donc, je trouvais qu'elle avait un positionnement différent dans le monde du VC, et je m'étais dit que pouvait y avoir un match sympa avec le positionnement différent du VC que Supervalo souhaite avoir avec cette approche gamifiée de construction de portefeuille. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle s'intéresse aussi beaucoup au no-code parce qu'elle était en fait dans le chat d'ouverture en fait de la no-code conf quand on était à San Francisco. En fait, elle était invitée avec le fondateur de Webflow et puis 2 autres personnes dont je me souviens plus, mais elle était présente. Ouais, voilà, ça, tu vois, j'ai même pas vu, mais c'est un super point. Et bon, malheureusement, elle a pas accepté, pour une raison d'ailleurs que j'ai pas trop bien comprise, mais bon, en tout cas, elle a pas accepté, malgré le fait qu'elle ait dit ouais, c'est génial, c'est ce dans quoi je veux investir. Ok, alors tu le hunt. Mais voilà, bref, non. Après, j'ai demandé à Hitan Shah aussi, qui je crois c'était le 2e ou 3e plus gros hunter sur Product Hunt. J'ai demandé aussi à Raoul Vora, qui est le cofondateur de Superhuman. Et finalement, je me suis dit, autant aller sur des hunters qui ont un petit peu plus scalé leur processus de hunt. Et du coup, Chris Messina, qui est le inventeur du hashtag et qui est, je crois, dans le top 3 des plus gros hunters sur Product Hunt, a accepté de hunter. En fait, lui, il accepte de manière un peu automatique puisqu'il a carrément créé un formulaire que tu remplis, tu partages ton pitch, tu partages les différents liens des visuels, etc. Tu t'inscris dans son calendrier, et si tu acceptes, tu reçois directement une invitation calendrier à la date que toi tu as choisie. Et donc voilà, donc lui il a accepté pour ce hunt du 14 août. Donc ça c'était c'est l'aboutissement de la réflexion sur le hunter. Une petite note aussi sur la visibilité que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur sur Product Hunt. En fait, avant, c'était top parce que dès que toi, tu huntais un produit, automatiquement, Product Hunt envoyait un email à tous tes contacts. Comme ça, ils étaient tous au courant du produit que tu avais hunté. Donc forcément, pour l'entrepreneur qui se faisait hunter, c'était génial parce que tout de suite, il y avait une visibilité qui était créée. Et Product Hunt a enlevé ces emails automatiques. Et maintenant, en fait, ces alertes en fait, de ton réseau qui hunt des produits, tu les as uniquement sur Product Hunt. Donc, il faut que tu sois connecté pour que tu vois qui a hunté quoi. Donc, tout ça est fait pour justement enlever un peu de puissance aux hunters traditionnels et pour redonner un peu de légitimité aux autres. Ouais, pour équilibrer. Je trouve que c'est bien, ils font un vrai effort aussi de quand même que tout le monde puisse avoir sa chance et qu'il n'y ait pas des moyens trop puissants, entre guillemets, de se lancer, quoi. Voilà, exactement. Et il y a un super exemple qui est Jacob, qui est investisseur chez Partech et qui a lancé Merit VC, qui est une formation décentralisée pour tout aspirant VC.
Et il s'est auto-hunté, il a eu une belle traction, il a eu pas mal de votes. Je crois qu'il a fini un peu dans le top 5, je crois, des produits les plus upvotés. Je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être sur la journée et même sur la semaine. Il a eu quasiment 400, je crois, upvotes en s'étant auto-hunté. Donc, c'est un bon exemple de auto-hunt qui peuvent fonctionner. Mais voilà, c'est pas ce que j'ai voulu faire et on verra ce que ça donne. Okay. Mais, écoute, on va suivre ça avec attention, puis on espère que la communauté va se mobiliser aussi un petit peu là-dessus pour donner de la visibilité des applications cool qui ont été créées en no-code, tu vois. Nous, ça nous intéresse aussi, c'est pour ça qu'on en parle aussi dans le podcast, quoi. Ouais. Je savais pas qu'il y avait aucune. Ouais, c'est intéressant que tu dises qu'aucune app produite sur un glide, notamment, ait jamais été huntée. Donc, on verra ce que ça donnera, mais je pense qu'il y a arrivé, en tout cas, qu'il y a eu de la visibilité grâce à un lancement, quoi. Je pense qu'il y a un frein à ça quand même. C'est un frein d'UX, je trouve. Quand tu te connectes à l'app, même si tu as un custom domain via desktop, c'est quand même dommage. T'as quand même une expérience qui est vachement dégradée, je trouve. C'est pas hyper intéressant de se connecter à une app via desktop. Et du coup, j'ai l'impression, enfin, on verra, mais que ça dévalorise un peu le produit quand tu te rends compte que ça a été fait en no-code, où tu vois la silhouette de ton mobile avec l'écran gris derrière, avec le QR code te proposant de télécharger, etc. Je trouve que c'est pas génial, ça fait un peu cheap, pour être très honnête. Donc ça, je pense que c'est une limitation, selon moi, qui a fait que c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'apps ou même zéro qui ont été ratées. C'est intéressant, ouais. C'est une question, d'ailleurs c'est une question que je voulais aborder un peu plus tard, justement, pour en venir plus par rapport aux investisseurs, aux VC, etc. Mais c'est déjà un élément de réponse. Effectivement, il y a certaines choses comme ça, certains produits finis faits avec Glide, etc., qui peuvent manquer un peu de crédibilité, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Après, ça dépend aussi à quoi répond ton produit. Et pour l'instant, le produit, il répond à cette volonté de Supervalo de se créer un portefeuille fictif, d'avoir un peu un fantasy league comme au football. Donc c'est encore simple, mais en effet, plus il y aura de la data et plus on voudra en tirer quelque chose, et moins, je pense, Glide ou consort pourra répondre à cet enjeu, et c'est un petit peu ça. En effet, on dit que le no-code, je crois, peut répondre entre 80 et 90% des besoins de création d'une app, mais la vraie valeur et les vraies apps à grosse valeur ajoutée, c'est les apps 10%, quoi. C'est celles les 10% pour lesquelles le no-code ne peut pas répondre. Donc, en effet, une grosse majorité des besoins peut être résolu et adressé avec le no-code, mais j'aimerais bien faire partie des 10% qui peuvent pas être adressés par le no-code, parce que ça veut dire que j'aurais eu beaucoup de data et il y a de la valeur dans l'application en elle-même, quoi. Enfin, voilà. le produit. Donc je pense utiliser Glide, c'est que une voie de lancement pour tester le concept et tester l'appétit pour ce genre d'expérience. Mais je pense pas rester sur Glide, si ça fonctionne. Nous, de toute façon, c'est souvent ce qu'on dit dans nos webinars et tout. Nous, tout ce qu'on souhaite aux gens, c'est d'avoir réussi à se lancer vite, et d'avoir de l'attraction, d'avoir de l'intérêt, d'avoir validé des hypothèses, et surtout d'avoir peut-être eu soit des clients, soit de l'argent d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir ensuite faire développer la prochaine version du produit, parce que ça montrera, c'est pas toujours nécessaire, mais ça montrera que voilà, on peut passer aussi à un step pour des raisons de fonctionnalité, de scalabilité. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour passer sur quelque chose qui a été développé, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et c'est un peu le problème, je pense, pas du no-code en général, puisque le no-code c'est quand même très large et il y a plein d'outils de no-code qui sont en fait en arrière-plan de ce que tu produis, mais quand tu utilises un produit de premier plan comme Glide, tu es trop dépendant du bon vouloir des fondateurs et de la boîte, si elle go bust ou si elle continue. De l'éditeur, tu veux dire, de la boîte de l'éditeur. Ouais. Pardon, excuse-moi, de l'éditeur. Ouais. Et c'est, voilà, moi je pense que c'est aussi un énorme frein à tout investissement possible de la part d'investisseurs dans ce genre de produits qui utilisent des éditeurs. Une dépendance trop forte. Ouais, une dépendance trop forte. Après, être dépendant à Airtable, à Zapier ou à des choses comme ça, je pense que c'est différent et c'est moins risqué, mais être dépendant
d'une boîte, d'un éditeur comme Glide qui te fait tout, qui va te faire toute ton interface et qui va être tributaire à, je sais pas, à 80 ou 90% de l'expérience de tes utilisateurs, t'es trop à risque, quoi. Donc, je pense qu'il faut très rapidement envisager autre chose, quoi. Si tes hypothèses, comme tu le dis, sont validées, même si tu penses qu'elles vont être bientôt validées, je pense qu'il faut très vite quitter ce genre d'éditeur et on verra, quoi. Mais Ok. Non, mais c'est intéressant justement. Si tu veux faire un truc gros, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Après, tout dépend du marché que tu veux adresser, etc., quoi. Il y a aussi cette question-là souvent. Enfin, je pense que le no-code, une des promesses un peu, c'est de pouvoir adresser des petits marchés qui, de toute façon, qui n'intéressent pas les VC. Et enfin, il y aura jamais cette question-là, mais qu'on peut maintenir seul et où les outils vont suffire. On va pas avoir à passer à l'échelle nécessairement, et on va avoir moins besoin de moyens. Et donc, cette dépendance, finalement, elle est pas si grave. De toute façon, finalement, on est quand même toujours dépendant de quelque chose, quoi. Soit on est dépendant d'un éditeur, soit on est dépendant d'une équipe de développeurs qui eux-mêmes sont dépendants d'une techno. Mais mais t'as l'impression que tu peux davantage fragmenter tes dépendances quand tu n'utilises pas un éditeur, quoi. L'éditeur, en fait, va venir sous-tendre toutes tes dépendances, et donc du coup, si c'est ce pied de la table qui se casse, toute la table va se casser, quoi. Bien sûr. T'as l'impression des développeurs, on peut les remplacer. Enfin, on est quand même, quand on a la propriété du code, de son projet, tout ça, on est quand même un peu plus rassuré, quoi. Et tous les exemples, d'ailleurs, j'ai l'impression, sur Glide, que tu vois de création d'app, ça tourne souvent autour de la communication interne ou d'une boîte, ou autour d'activités locales, consumer, où tu peux voir les restos autour de toi, où tu peux voir les menus. Donc ça a l'air en effet plutôt, comme tu le dis, sur des usages qui intéressent pas les VC, des usages locaux, des usages de niche, de communauté. Donc voilà. Donc j'espère avoir besoin rapidement d'un autre outil, parce que ça montrera qu'il y a eu un intérêt manifeste pour SuperValo. Et justement, sur ces questions un peu si on élargit un petit peu, justement en dehors de Glide, mais à tous les outils no-code, soit Bubble, Airtable, Webflow, etc. Justement, toi, est-ce que tu penses que globalement, ce que tu décrivais là, ça peut être un frein? Comment est-ce que c'est ressenti dans le monde des VC, que moi je connais pas du tout? Tu vois, un petit peu, justement, des gens qui lanceraient leur projet avec ces technos-là, est-ce qu'on en parle, ou est-ce que c'est pas forcément un sujet? Je vais avoir du mal à répondre. Au nom des VC, puisque moi-même je suis pas VC, même si je parle à pas mal de VC. J'ai pas leurs éléments de réponse. Ce que je peux dire, c'est que c'est clairement un accélérateur, je pense, de création un accélérateur potentiel de création de valeur, puisque de plus en plus rapidement, un entrepreneur il pense ou elle pense une super idée peut vite la tester, et du coup il y a des invests, bien entendu, qui se positionnent sur ce segment de marché du no-code, parce qu'ils disent que c'est la pierre angulaire de la création de valeur, et c'est grâce à ces outils que eux-mêmes plus tard pourront investir dans des startups qui n'utilisent pas ces outils, quoi. Donc il y a une sorte d'ensemencement d'écosystème grâce au no-code que des investisseurs souhaitent soutenir. Et c'est un peu comme le corporate VC, en fait, où dans le corporate VC, c'est des boîtes, enfin des corpos qui vont créer des fonds de VC, qui est souvent l'objectif de la création de ces fonds de VC. C'est pas toujours le retour sur investissement, mais c'est aussi le développement d'une catégorie sur laquelle ils se positionnent eux-mêmes, quoi. Donc ils vont venir faire croître un marché par leur investissement. Et j'ai envie de dire que les VC qui investissent dans le no-code, c'est aussi la volonté de faire croître certaines infrastructures de catégories dans lesquelles des acteurs de la catégorie peuvent venir se développer, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait à mon niveau, j'y vois pas un risque, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'outils qui existent, et puis c'est difficile de faire le tri. Récemment, je crois que c'était il y a 2 jours, j'ai vu sur Product Hunt une personne qui s'appelle Mariam Akobian, qui a fait un Trello qui récapitule un certain nombre d'outils, que ce soit des plateformes, des blogs, des communautés en ligne, des écoles, des tutos, des annuaires, etc., autour du no-code. Okay. Je pense qu'elle va avoir un super hard time à le mettre à jour, puisque c'est tellement en effervescence. Oui, c'est clair, ouais.
Ah, puis c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu passé. Il y a eu une grosse tendance sur Product Hunt, justement, de toutes les semaines, il y avait une nouvelle liste d'outils, enfin, tu vois, limite, on se demande si la prochaine tendance ça va pas être des listes de listes, quoi. Ouais. De tous ces trucs-là, et j'ai l'impression que ça a un peu passé, mais non, tu vois, il y a quelqu'un, ouais, qui... La curation de curation, Ouais, la dérive seconde de la curation. Ouais, c'est ça, on a un peu... Mais bon, après, si ça marche, effectivement, les gens aiment les outils, quoi. Ça, c'est un truc qu'on voit quand même, on aime bien les listes d'outils, on aime bien se renseigner. Après, je pense que là, maintenant, c'est bien aussi d'écrémer un peu. Nous, on est toujours surpris, on fait beaucoup de veille, on est toujours surpris de voir encore des nouveaux outils de landing page, des outils de création comme ça, où tu dis, putain, mais il y a déjà énormément, quoi. Enfin, ouais. Il y en a qui proposent pas forcément un parti pris plus intéressant. Après, je pense qu'il y a aussi le côté de l'immédiateté, où quand tu vas sur Product Hunt et où tu postes ce que tu as créé, c'est parce que tout le monde va pas faire une recherche sur Product Hunt. Donc du coup, tout ce qui a déjà été posté et créé il y a 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 2 ans, sera pas forcément visible malgré toutes les collections qui sont mises en avant. Donc du coup, si toi, tu viens qu'un outil de landing page aujourd'hui, eh ben, tu seras, je pense, davantage vu qu'un autre outil de landing page très très bien, voire meilleur, qui a été posté 2 mois avant, parce que le visiteur va pas forcément faire de la recherche, quoi. Donc il y a ce côté aussi immédiaté auquel répond Product Hunt, et qui justifie pas forcément, mais qui explique, selon moi, tous ces outils qui se ressemblent et qui... côté récent, quoi. En fait, c'est toujours le plus récent qui, pendant un temps, est celui qui va avoir un peu le trafic, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc après, moi, les outils que j'utilise, je suis pas du tout un expert, donc j'utilise des outils très simples, Zapier, Airtable, Typeform. Je sais même pas si on les qualifie tous de no-code ou pas, j'en sais rien. C'est des outils, quoi. Surtout quand tu les combines entre eux. Nous, c'est vraiment l'approche. Pour nous, tout ça, c'est du no-code, quoi. C'est pas juste créer des applications, quoi. Ouais. Mais justement, d'ailleurs, je me demandais, la landing page de Supervalo, tu l'as fait sur quoi? Je l'ai faite sur WordPress. Ok. Un bon vieux WordPress. J'aurais pu faire des trucs beaucoup mieux et plus sexy et plus rapide, j'imagine, avec Webflow. Mais il y a une barrière psychologique à la prise en main d'un nouvel outil dans un contexte où tu dois rapidement créer ta landing page. J'ai pas voulu prendre le risque. Du coup, j'ai un template WordPress que je pense maîtriser assez bien, et d'éditeur. Donc voilà, j'ai utilisé ça, et puis je sais exactement où cliquer, quasiment les yeux fermés. Ça veut pas dire que le résultat est beau, mais en tout cas, je suis satisfait du résultat par rapport à mes attentes, et voilà, on verra si ça fait la job. Ce qui est important, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment par rapport au temps que tu as à investir, à ce que tu connais. Enfin, nous, on essaie justement de pas trop subir aussi les modes, et voilà, un outil qui est super tendance, et dire ok, maintenant tout le monde doit se mettre dessus. Ce qui est important, c'est chaque personne doit trouver les outils qui lui plaisent, les maîtriser, les utiliser, puis de temps en temps se former à des nouveaux. Mais ouais. Je pense que c'est ce qui marche bien pour une personne n'est pas forcément la même chose pour une autre. Chacun doit capitaliser un peu sur ces outils, quoi. Bah, si tu veux, ouais, moi je capitalise vraiment sur un nombre réduit d'outils, je pense, même si j'aurais envie d'en tester d'autres. Mais typiquement, j'ai des plans paid que sur ma Glide, sur Typeform, sur Zapier. Et je crois pas avoir un autre plan paid sur un autre outil. Et je utilise Airtable aussi. Ouais, mais en gratuit. En gratuit, ouais. En gratuit. Donc vraiment paid, j'en ai que 3 là de mémoire. Et j'arrive, selon moi, à faire tout ce que j'ai envie de faire avec ces 3 outils. Et voilà, quoi. Même si j'ai envie d'en tester plein d'autres, manque de temps, et puis t'as peur c'est sûr. T'as peur d'abîmer, quoi, si tu intègres un autre outil. Ouais, non, c'est sûr. Écoute, on commence à s'approcher de la fin de l'émission. J'ai deux dernières questions. En fait, j'avais une question où j'ai vu que tu étais investisseur chez ActionDesk, si j'ai pas de bêtises. J'ai vu ça, je crois, que sur ton profil AngelList. Et donc, nous, on a eu l'occasion d'échanger avec Jonathan. Je crois que c'était dans l'épisode numéro 6 du podcast, qui était un super épisode d'ailleurs, où il expliquait hyper bien, je trouve, la différence entre un tableur et Airtable, et entre un tableur et une base de données, avec l'exemple de Google Sheets, Airtable, etc. Donc, pour les gens qui écoutent, ça, c'était un chouette épisode. Je me posais la question un petit peu de, justement, toi, qu'est-ce qui t'avait amené là-dedans, quel est le pari que tu fais là-dessus, quel est le futur que tu vois, enfin,
En fait, en prenant l'exemple d'un outil no-code, pour moi, c'est un petit peu aussi la vision du no-code en général, d'investir dans des outils là, pas des produits créés avec du no-code, mais plutôt dans des outils no-code. En fait, John, je l'ai rencontré, c'était fin 2017, puisque il avait participé au deuxième event Upcoming VC que j'avais organisé, qui était le premier que j'organisais à Station F, donc c'était en novembre 2017. Il a participé avec Action Desk, qui était à l'époque, je crois que c'était... il avait même pas encore incorporé Action Desk. Mais tout de suite, j'ai vu un potentiel en étant non expert, bien entendu, mais j'ai senti dans son discours, dans l'attitude et dans ce qu'il voulait réaliser, j'ai senti un potentiel. Et donc, du coup, je l'avais sélectionné parmi toutes les candidatures pour participer à l'event. Et puis, du coup, on a continué d'échanger, je l'ai suivi, et puis j'ai eu l'opportunité d'investir. Donc, du coup, j'ai investi. J'ai investi chez Action Desk et notamment, en deux coups, un premier petit coup pas longtemps après qu'on se soit rencontrés et un deuxième coup quand ils ont été pris chez Y Combinator. Okay. Et voilà, donc en fait, je suis pas du tout un expert du no-code, ça m'intéresse, mais je peux pas forcément relate ou vraiment expliquer les problèmes qu'ils souhaitent résoudre, mais je comprends le potentiel de résolution que son outil peut avoir de manière large et surtout l'attitude en fait. J'adore l'attitude de John. Je trouve il est vraiment down to earth, il est vraiment les pieds sur terre et puis il montre qu'il apprend, qu'il est pragmatique, qu'il est focus. Qui n'est pas du tout dans le personal branding, même si ça peut être une source de génération de leads pour lui. D'ailleurs, il a lancé un Substack il n'y a pas très longtemps qui est super intéressant, où il parle de différentes choses, no code, des lectures qu'il a faites et tout. Mais voilà, c'est vraiment aussi la personne qui m'a convaincu, en plus du potentiel de résolution que son outil peut apporter, sans que je puisse, une fois de plus, expliquer avec beaucoup de granularité tout ce qui peut développer et tous les différents use cases, puisque moi-même je suis pas un utilisateur d'Action Desk et j'ai pas d'usage pour Action Desk, donc je vais jamais l'utiliser actuellement, mais voilà un petit peu le background de cette relation avec Action Desk. Et je les suis et puis ça avance bien, quoi, et c'est cool. Ouais, non, je te dis, vraiment, un des épisodes l'épisode qu'on a fait avec lui était vraiment un des plus intéressants. On a chance d'avoir fait plein d'épisodes intéressants sur le podcast, mais j'avais vraiment bien aimé l'échange qu'on avait, parce qu'effectivement, je trouve que c'est quelqu'un d'hyper intéressant, qui explique hyper bien les choses et qui a une vraie vision, quoi. C'est un peu cliché de dire ça, mais je trouvais que voilà, il y avait une vision de ce qu'il voulait faire, parce que sur le papier, si je suis honnête, je me suis dit quand même, les mecs sont en train de réinventer le tableur, quoi. Exact. Et je me suis dit quand même, ok, faut quand même être motivé. Et puis déjà en regardant, en m'étant renseigné, j'avais senti quand même quelque chose qui m'intéressait, et en échangeant avec lui, j'ai compris la vision, quoi. Et bon, après, de toute façon, on va pas se mentir, mais quand on voit que Y Combinator les a pris, etc., on voit bien que c'est pas une idée complètement farfelue, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et puis après, une fois de plus, il y a le côté humain qui est hyper important j'imagine, chez Y Combinator aussi, et il a pu démontrer ce tempérament très très pragmatique, calme mais ambitieux, et puis à l'écoute des utilisateurs, et on le voit dans les reports qu'il envoie aux invests tous les mois. La façon dont il écrit et dont il montre qu'il écoute ses utilisateurs et ses prospects, c'est magnifique, quoi. Ah, super. Ok, alors écoute, on va passer à la dernière question qu'on pose à tous les invités dans le podcast, qu'on avait posé à Jonathan aussi. C'est donc, si tu avais encore un autre side project, je suis sûr que tu en as d'autres qui coulent, que tu ferais avec des outils no-code un peu, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu as d'autres projets maintenant, que peut-être avec Glide ou avec autre chose? Ouais, il y a un autre projet sur lequel j'ai un petit peu bossé, s'appelle greatjobs.com, enfin great-jobs.com. C'est un outil qui fonctionne, mais que j'ai pas trop poussé dans la réflexion et dans l'implémentation. Et je pense que le no-code pourrait aider pas mal le développement de Great Jobs. Pour faire très simple, c'est une plateforme en fait anonyme de membres qui vont partager des jobs
dont ils ont entendu parler, mais anonymement. Et l'idée, en fait, est de faire en sorte qu'on casse un petit peu les règles du recrutement où c'est souvent les personnes en interne qui vont être recrutées sur les nouveaux jobs. Donc, il n'y a pas trop de sang frais qui est apporté. Et puis, c'est souvent le réseau assez restreint des recruteurs qui sera le réseau dans lequel on va puiser le nouveau talent. Donc, Great Job, en fait, c'est des gens qui en ont un petit peu marre de ça et qui entendent parler d'un job, par exemple, dans leur équipe et qui veulent le poster anonymement à la communauté sur Great Job. Et après, il y a tout un système d'upvote, de downvote qui viennent assesser, comment on peut dire, apporter de la crédibilité ou non à ce job et la véracité du job, quoi. Donc le no-code, je pense, peut pas mal répondre à tout ça, mais j'ai pas encore poussé la réflexion avec le no-code, mais je pense que ça pourrait assez bien marcher. Ok, super. Bah écoute, on suivra ça aussi. Tu nous raconteras quand tu seras lancé là-dedans. Bon, là, de toute façon, j'imagine que le focus, c'est quand même pas mal super valo. Oui. Et puis, ouais, c'est clair. On va suivre ça déjà et puis tu nous tiendras au courant sur le reste. Bah justement, où est-ce qu'on peut te suivre pour les gens qui écoutent Twitter, donc c'est RPHGRC pour Raph Grieco, ou sinon sur Upcoming VC, donc hello@upcoming.vc pour m'envoyer un email si vous voulez interagir, poser une question ou dire que Supervalo c'est de la M. Et puis surtout, on mettra le lien aussi du Product Hunt et puis ça les gens pourront voter et puis aussi du coup on mettra le lien vers l'application. Enfin non, d'ailleurs il faut pas mettre le lien vers l'application directement. Ouais. Comment les gens font pour Non, il faut pas. Ouais, il faut pas parce qu'en fait apparemment Product Hunt détecte les clics directs sur le lien, donc il faut plutôt rechercher Supervalo dans la barre de recherche qui est powered by Algolia. Et puis, je pense qu'on peut peut-être prendre l'URL d'une recherche à voir. Je sais pas du tout. Ok, ça peut être malin, effectivement. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi sur LinkedIn quand tu partages un post LinkedIn. Je crois que LinkedIn détecte aussi les clics directs extérieurs sur un post. Donc, du coup, il faut que tu fasses une recherche avec des mots de ton texte, de ton post. Et tu copies l'URL de la recherche. Et du coup, c'est souvent, il y a uniquement ton post. Et c'est ce que tu partages aux personnes autour de toi pour qu'elles viennent liker ton post et le partager, quoi. Ok, je connaissais pas cette technique. J'ai découvert qu'il y avait plein de techniques sur LinkedIn, des fois qui sont un peu fatigantes d'ailleurs, je trouve, mais ouais. Là j'en découvre encore une nouvelle. Donc ouais, je vous donnerai le lien, enfin surtout le nom. Et puis comme dit Chris Messina et Product Hunt, c'est interdit de demander de upvote, mais il faut dire join the conversation. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup pour merci à toi. pour tout ça, c'était super et puis bonne chance pour le lancement. Écoute, merci. On aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Ouais, j'étais ravi de venir, c'était cool d'échanger avec toi. Merci encore. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, salut.